Donc, j'ai eu un petit parcours, comme vous pouvez constater, et l'objectif de ce parcours-là, c'est de toujours pousser la sécurité où elle doit être mise en valeur. Et où elle doit être mise en valeur, c'est justement à travers les corporations canadiennes et à l'international aussi, parce que maintenant, on connaît très bien la situation de la planète. La planète, pour nous, en informatique, c'est un village. J'ai eu la chance de travailler avec nombreuses industries canadiennes et aussi nombreuses industries au niveau international. À toutes les fois, on se sent valorisé, pas juste comme Canadien, mais comme personne impliquée dans l'épanouissement d'une industrie. La sécurité, on en a besoin, mais si on le fait comme il faut, bien, ça nous rapporte des dividendes et des dividendes énormes, autant au niveau du personnel qui travaille pour l'organisation que pour les partenaires d'affaires, les actionnaires et surtout les clients. Le paradigme a vraiment changé. Aujourd'hui, les clients nous demandent de la sécurité. Avant ça, le client, pour lui, vous étiez sa sécurité. Donc, le paradigme est maintenant que les clients l'exigent. Et nombreuses industries ici, et vous devez savoir de quoi je parle, c'est quand vous faites une alliance avec un partenaire local, canadien, américain ou à l'international, la première question qui arrive dans le due diligence, c'est comment fonctionne votre sécurité. Donc, aujourd'hui, on va démystifier un peu ce modèle-là pour vous emmener plus près d'un modèle qui est pratico-pratique. Donc, ça, c'est à moi. C'est le même gars. Pratico-pratique. Et on commence avec le cosmos. Pourquoi on vit cette vague de changement-là? En 2010, les systèmes informatiques étaient surtout utilisés à l'interne, mais avec l'avènement des mobiles, où les gens doivent être connectés maintenant, parce que si on n'est pas connecté, on n'est personne. Donc, tout le monde veut être bien connu, puis veut avoir une présence, et puis sa partie du spectrum. Donc, aujourd'hui, on s'amasse en 2017, où on a autant de devices qu'on a d'étoiles répertoriées par la NASA. Et toutes ces étoiles-là se parlent l'une entre l'autre, et certains ont des réseaux privilégiés sécurisés. C'est pour vous montrer ou démontrer l'immensité de la problématique de sécurité. À ce temps qu'on a parlé du cosmos, moi j'aime bien parler des satellites. Parce qu'autour de toutes ces étoiles-là, pour les répertorier, bien, on a des satellites. Et les satellites, bien, c'est une panoplie de revendeurs d'équipements ou de logiciels ou de services en sécurité. Pour s'assurer que quand le client demande si on est sécure, bien, on peut lui dire « Oui, moi j'opère par tel satellite, j'utilise tel logiciel ». Et ça devient extrêmement, extrêmement important de bien s'outiller parce que la clientèle aujourd'hui le demande, mais après ça, ils vont exiger certains éléments de sécurité. Donc, nous, on est en train de préparer le terrain pour pouvoir dire à nos clients, ben, en plus de vous donner de la sécurité, ben, voici les évidences, voici comment on l'a fait. Je travaille justement à l'international et la dernière nouvelle qu'on a eue chez Ford, où il y a 7000 employés qui allaient perdre leur emploi. 2 heures plus tard, le téléphone sonne de Détroit, je réponds. C'était le plus gros partenaire de Ford qui m'appelait. Sa question était, quel est l'impact sur notre organisation? Donc, 7000 employés de Ford qui sont remerciés et un partenaire qui m'appelle, le plus gros partenaire de Ford qui demande qu'est-ce qu'on devrait faire. On est en train d'en discuter. Mais c'est juste pour vous dire l'impact et le fait que certaines industries commencent à comprendre ce jeu-là. Que demain matin, il arrive un incident chez un de leurs partenaires, ils doivent développer le réflexe de dire
qu'est-ce que je dois faire pour me parer à cette situation-là pour laquelle j'ai aucun contrôle. Mais pourtant, on aurait pu faire une étude avant et déterminer quelle serait, sur une base de scénario de risque, l'approche à prendre. On a la situation en Iran aussi. J'ai une slide là-dessus, mais c'est pour demain. Ça fait que si vous voulez avoir l'histoire, ben, vous allez être, je vous demande d'être là demain, parce que c'est un domaine très chaud. Et là, on s'aperçoit que la sécurité, ben, et la cybersécurité, c'est rendu une situation que l'État contrôle. Ils le contrôlent en renforçant ce qu'ils veulent et en laissant tomber ce qu'ils veulent aussi. Donc, où ça laisse le secteur privé un peu en suspension entre ces deux États-là. Si vous avez des questions, pas vous gêner, hein? On a nos conférenciers qui sont parmi vous, un peu comme une menace. Et la plupart des chiffres que vous allez voir aujourd'hui, des statistiques, ont été recueillis de sources sûres, soit IBM ou des études qu'on va vous souligner. Donc, ne pas vous en faire. Donc, si vous ne voyez pas la source d'information, elle est d'IBM. Ici, on a les 6 grands domaines qui nous touchent et on voit que la cybersécurité est primordiale et devient la colonne vertébrale. Il y a plusieurs années, on regardait la productivité. Il y a plusieurs années, on regardait l'efficience. Là, aujourd'hui, on est rendu à la sécurité. Et si on a bien fait nos devoirs, cette sécurité-là va nous apporter une qualité et un retour sur l'investissement qui est assez majeur. J'ai un de mes clients qui me demande tout le temps de sortir des statistiques sur quelle compagnie n'a pas eu de compromis, qui n'a pas passé dans les nouvelles, comme quoi qu'il avait perdu des données, que des clients ne les avaient pas emmenés en cours pour mauvaise utilisation de leurs données. Puis j'ai dit, je peux faire la recherche, mais la réponse, ça va être, il n'y en a pas. Parce que souvent, ces éléments-là sont camouflés. Ou tout simplement radier des records. Et c'est pour ça que le gouvernement commence à se mettre le nez là-dedans, parce que le gouvernement, lui, contrôle ces incidents. Je viens de terminer un audit de 8 mois sur le gouvernement du Canada et définitivement, ils ont tous les outils, tous les mécanismes, tous les processus pour s'assurer que la donnée qui est de type critique, elle est bien monitorée. Donc, on est rendu à monitorer des pièces de données, des éléments de données. Et la magie là-dedans, c'est qu'eux tiennent des statistiques. Et à l'aide de ces statistiques-là, ben, ça leur permet d'établir des politiques, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, on est rendu dans ce climat-là. Et comme citoyen canadien, j'ai été impressionné de voir qu'il y a des gens qui prenaient ça à cœur au gouvernement, la donnée. Fait que je peux vous assurer que le gouvernement canadien fait sa part et plus, mais n'en parle pas. Ils ont peut-être été dans l'armée puis sont contenus par le secret professionnel, mais n'en parler un peu, je pense que ça rassurerait certains citoyens. Donc, on a le côté logiciel. Dans le bout de film que vous avez vu au début, si vous avez remarqué, on parlait des développeurs. Puis on va en revenir un peu plus tard. Mais aujourd'hui, les développeurs, comment ils le font? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire il y a combien de logiciels disponibles sur l'Internet aujourd'hui? On a répertorié plus de 3 milliards de pièces de logiciels sur l'Internet. De API à des logiciels complets, des différents modules, des interfaces. Donc, on a 3 milliards de puzzles, de morceaux de puzzle que n'importe qui peut mettre ensemble puis créer une nouvelle fonctionnalité. C'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Donc, et ces logiciels-là sont souvent à la source de nos problèmes. Donc, c'est des éléments qu'on doit regarder. La donnée par elle-même,
Je ne sais pas au niveau fabrication, mais quel est le pourcentage de données classifiées que vous avez dans vos entreprises? On a-tu un volontaire? Gaston, ministère de la Défense, c'est quoi le pourcentage de données classifiées du ministère de la Défense? C'est bon. En finance, quel est le pourcentage de vos données classifiées? On n'a pas de réponse, hein? Ouais. Ah, ils travaillent pour le ministère de la Défense, eux autres. Toutes les banques doivent protéger l'identité de leur personnel et de toutes les personnes qui sont là, d'après la loi déjà. Alors, si vous êtes membre d'une banque, si vous souscrivez un compte quelconque, ça doit être protégé. Alors, la majorité de votre information doit être classifiée. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va essayer de regarder ça. Comment on traite les données? Je travaille avec une compagnie, c'est 2 docteurs qui sont sortis de Harvard. Et puis là, ils veulent commercialiser un nouveau logiciel d'encryption qui est très, très particulier. On va vous en parler un petit peu plus tard. Mais eux ont compris qu'on doit encrypter seulement les données critiques. Parce qu'avec l'avènement du cloud, bien, on a des données type générique qu'on peut partager tant qu'ils restent anonymes. Mais on veut quand même contrôler cette donnée-là. Donc, on y ajoute un élément d'encryption pour s'assurer que juste les bonnes personnes peuvent voir même cette donnée spécifique-là. Donc, on va en parler. Ça, c'est l'évolution du monde de l'encryption. On a Bitcoin, blockchain, des éléments qui regardent aussi la valeur des données. On a des PME qui s'adressent déjà à ce problème-là dans l'agriculture. Avec blockchain, on peut connaître le grain de tel silo a été transporté jusqu'en Chine. On peut même savoir qui était le conducteur du camion entre la ferme et le port de Montréal. Donc, on est rendu là. Tout est vendu en service. Est-ce que vous savez les services que vous avez contractés? Connaissez-vous la valeur du service? Sa perméabilité? Sa pertinence? Le monde entier embarque dans le cloud. Oh, lui, il va, moi aussi, je vais y aller. On embarque tous dans le même bateau. Qu'est-ce qui arrive? J'ai eu la chance de travailler avec le chef de la sécurité mondiale de AWS. On a passé 48 heures ensemble. On a bu du café puis on a jasé. Mais je peux vous dire que je ne voudrais pas sa job. Je ne voudrais pas sa job. Parce que lui fait face à tous les problèmes de tout le monde. Aussi petits et aussi grands. Et la problématique du cloud en sécurité est loin d'être bien saisie et bien comprise. Avec toute l'infrastructure arrière du cloud et le front-end du cloud. En plus, on tombe avec les containers et juste la gestion des clés d'encryption. C'est un casse-tête là aussi. Parce qu'avec le cloud, on veut enlever la responsabilité du cloud provider. Quand vous signez vos contrats, qui est responsable des données dans le cloud? Ce n'est pas le provider. Le provider va juste fournir des performances. Mais il ne pourra pas assurer la sécurité de vos données. Donc, le rôle que vous devez jouer là-dedans. L'Internet des objets. C'est fou, 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 fou. Quand on parle du maillon le plus faible dans une chaîne, bien, croyez-moi que le IoT va faire partie de la discussion. Tout le monde pense parce que c'est juste un objet qui contrôle la température, puis laisse ouvrir une valve pour diminuer cette dernière. Il est important de comprendre la criticalité. Parce qu'un hacker s'éduque, un hacker apprend, puis un hacker questionne, puis un hacker va essayer. Un hacker est persévérant. Et lui va voir que juste en bougeant ce petit IoT-là, changeant son état, peut faire en sorte que
le train déraille. Puis pourtant, les gens vont dire, on a fait une belle architecture de sécurité, mais ils ont oublié de fermer certaines portes qui étaient le end device qui contrôle cette petite valve-là. Donc, vous comprenez un peu pourquoi la cybersécurité est primordiale et devient la nouvelle colonne vertébrale qu'on doit regarder et on doit tous se rattacher à cette colonne vertébrale-là. Et c'est un peu ce qu'on a fait ici, c'est on vous a mis par industrie pour dire, par industrie, on va se comprendre, puis par la suite, ben, on va pouvoir mieux s'intégrer à l'ensemble du monde. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on ne veut pas vous donner un show de slides. On veut vous parler, puis on veut vous entendre. On veut partager, on veut améliorer, puis on veut comprendre. Donc, c'est l'objectif du colloque. Et c'est pour ça que j'ai mis ces quelques diapositives-là pour nous mettre dans le bain et démontrer qu'on travaille en équipe. C'est pour ça que les conférenciers sont entremêlés avec les participants, parce que la guerre, la cybersécurité, la cyberassurance, la cyber XXX, puis je ne parle pas des films, là, on doit tous travailler main dans la main dans un mode de nouvelle communauté. Yves mentionnait que juste 28% des industries rapportent qui ont été frappées. Mais imaginez-vous si tout le monde le rapporterait, puis vous allez le voir avec des statistiques que Steve va présenter tout à l'heure, ça changerait le tableau. Donc, pour convaincre, pour contrecarrer les mesures qui sont manquantes, suite à un manque de législation, manque de vision d'un gouvernement ou manque de vision d'une entreprise, bien, comment on peut combler ces vides-là? Moi, quand j'ai vu cette slide-là, ça m'a fait sourire. Ça fait que j'ai dit du jour au lendemain, j'haïssais la chimie, puis là, je baigne dedans. J'ai été à Harvard avec le président de HP il y a bien des lunes. Et on était à peu près 75 spécialistes dans le temps, puis je vous parle en 96-97. Et on avait des gens qui venaient de Harvard nous briefer à une université qui est un peu en retrait de Boston. Et on avait passé 5 jours à faire du brainstorming sur la cybersécurité. Donc, je vous parle de ça, ça a plus de 25 ans. Là. Et le VP du temps, qui était de HP, lui, il y avait juste une chose qui le souciait, c'est que la cybersécurité, c'est vu comme étant une chose technique, mais c'est pas vu comme une chose tangible où il y a une complexité exponentielle à traiter, un peu comme un corps, mais un corps fait face à la médecine. Tout est interrelié avec la cybersécurité. Et on parlait de ça avant même le cloud. Là. Donc, c'est pour vous donner une idée que ça prend du temps à bâtir ces connaissances-là, puis ça prend du temps les expérimenter et les implanter. Et encore là, en travaillant en équipe, on est capable d'arriver à des meilleurs résultats. Mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, parce que c'est vraiment mon monde. Et dépendamment de l'atome avec qui je travaille, ben, la chimie est complètement différente. C'est pour ça que ça prend des conseillers seniors qui sont capables de voir avec quel atome, électron et neutron il opère, pour pouvoir s'assurer que la chimie, le résultat final, est celui qui est escompté. Ici, j'ai pris un petit livre de Gary Schwartz. Puis ce qu'il dit là-dedans, c'est l'ancien directeur du NSA puis de la CIA. Dans mon passé, j'ai eu la chance de travailler comme militaire. J'étais dans les systèmes d'écoute électronique. Je travaillais avec l'OTAN. J'avais des codes de sécurité qui dépassaient ceux du président des États-Unis puis du premier ministre canadien. Donc, j'étais vraiment dans un groupe d'élite. On avait juste 130 personnes de certifiées à ces niveaux-là. Et j'ai fait des missions, je ne veux pas dire d'espionnage, mais on m'envoyait dans des situations où
je devenais un collecteur, donc je cherchais de l'information. Et j'ai eu la chance aussi de travailler avec la CIA, avec mon ami Chickfoot. On l'appelait Chickfoot parce qu'il ne laissait aucune trace. Puis mes amis de Forscom, qui étaient l'élite des communications au niveau américain. Et on se posait toujours des questions. Est-ce qu'on est les seuls à faire ça? Puis ici, on dit What should be expected from the private sector? We will all realize that most of our web things that we hold dear personally and as a nation reside or travel on commercial rather than government network. Et quand j'ai lu ça, ça m'a envoyé un petit message que oui, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on essaie de protéger de l'information dans les banques, dans les manufactures, chez les fabricants, chez les services de consultation, dans les médias. Et puis, tout à coup, on s'aperçoit que c'est déjà sur les réseaux publics. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là que, so what motivate the private sector to optimize the defense of these networks, sachant que maintenant l'information est déjà divulguée. Some have observed that a free market has failed to provide an adequate level of security for the net since the true cost of insecurity are hidden or not. Donc, c'est un peu ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est de s'assurer que le côté insécure est retiré de notre équation, puis qu'on peut dire, l'information de Sylvain Viault n'est pas sortie de chez nous. C'est lui-même qui l'a mis. Cette information-là, on va pouvoir déterminer d'où est sa provenance. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que les dirigeants vont nous dire « on est trop occupés », puis que les gens qui le supportent vont tout simplement dire « non, merci », et que nous, des firmes qui connaissent le sujet, sont là avec la bonne roue, et puis tout simplement, on se fait dire non. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'échanger, prenez le temps de dire votre histoire. C'est important. C'est avec ces informations-là qu'on va pouvoir surmonter le pire des défis qu'on a devant nous. Parce que l'électronique ne diminuera pas, elle va prendre de l'importance avec les nouveaux moyens de transportation, de transport. On peut s'imaginer, hein, les nouveaux systèmes de transport, maintenant semi-intelligents ou intelligents. Qu'est-ce qui va se passer si un IoT a une vulnérabilité? Donc, sentez-vous à l'aise. Puis aujourd'hui, c'est notre journée, c'est votre journée, c'est la journée pour parler de cybersécurité. Bon, c'est bon de faire un rappel historique, finalement, de ce qui s'est passé au niveau de l'introduction des ordinateurs. Le premier ordinateur scientifiquement prouvé était l'ENIAC, et c'était certainement l'ancêtre du laptop parce qu'il pesait juste 33 tonnes et occupait 1800 pieds carrés. C'est un ordinateur qui a servi principalement à calculer toutes les lois physiques, etc., qui allaient finalement couronner le projet Manhattan, qui était un projet de la guerre nucléaire, de la bombe nucléaire, pardon, durant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, vous devez vous imaginer que c'était un ordinateur unique, avec une protection tout à fait hors pair, protégé par des soldats, des barbelés, avec aussi un édifice totalement dédié à cet ordinateur-là. Alors, en dépit de tout ce luxe de sécurité qui pouvait aussi être couronné par la peine de mort, par le peloton d'exécution, non, je ne prêche pas pour qu'on rappelle la peine de mort pour tous ceux qui font des erreurs d'informatique, là, ou des intrusions, c'est pas ça. C'est qu'en dépit de tout ça, il y a quand même eu un facteur humain, c'est que quelqu'un qui faisait partie de l'équipe a finalement enlevé tous ses secrets et les a donnés aux Russes. Alors, vous pouvez voir que l'intervention humaine, malgré toutes les précautions qu'on peut avoir, il faut se poser des questions à savoir est-ce qu'on a pris véritablement toutes les précautions. Par la suite, évidemment, on a eu l'avènement des fameux ordinateurs centraux qui existent encore dans bien des cas et qui, eux aussi, maintenant, sont rendus indispensables, surtout dans le domaine des finances. Encore une fois, la majorité des banques ont encore des terminaux de ce genre, des terminaux centraux, qui sont les seuls réellement capables d'accepter toutes les informations et les calculs instantanés qu'on doit avoir
pour l'info nuagique, les guichets automatiques, les transactions sur l'Internet, etc. Alors, c'est un nombre incroyable de choses qui se produisent et qui peuvent être calculées. Est-ce que c'est réellement vulnérable, ces choses-là? Bien, il était sécurisé la majorité du temps dans un sous-sol avec des entrées très privilégiées et tout et tout. Et malgré ça, bien, vous avez quand même des logiciels malveillants qui peuvent pénétrer ça. Un des bons exemples de tout ça, c'était le logiciel. Vous m'excuserez, je vais m'assurer que la prononciation soit très bonne, de façon à ce que ça ne soit pas confondu avec un sac québécois. Cabarnac. Alors, Cabarnac, c'est un logiciel qui a été utilisé, encore une fois, dans la meilleure tactique, c'est-à-dire trouver le maillon faible dans tout un réseau qui est accrédité, des personnes qui ont droit, finalement, d'envoyer l'information à l'ordinateur central, et à cause de mesures de sécurité qui n'étaient pas mises à jour, à cause de mesures de sécurité qui étaient trop laxives, bien, à un moment donné, on a pénétré finalement dans le réseau de cette banque-là, de ces banques-là, et pour une perte d'environ 1 milliard de dollars. Il y a combien de compagnies ici qui voudraient perdre 1 milliard de dollars? Pas beaucoup, hein? Et après l'avènement des ordinateurs centraux est apparu l'ordinateur individuel, personnel, qui a réellement créé la démocratisation de l'informatique. Combien d'entre vous ont encore leur Commodore 64? Là? Ah oui! Il y en a au moins un! Par contre, ce qui est arrivé aussi avec tout ça, c'est surtout l'Internet qui a permis la globalisation. Pensez-y comme il faut, vous êtes devant votre clavier et vous pouvez communiquer n'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde, sur un mode qui est particulièrement pas réglementé à l'échelle internationale. Il n'y a pas beaucoup de lois qui régissent l'Internet. En fait, il n'y en a pas. C'est un projet. Et les Nations Unies ont juste un forum de discussion sur l'Internet, forum qui se réunit à tous les ans. Et l'Internet a permis aussi l'avènement de 2 types d'espionnage extrêmement importants avec des instruments que vous connaissez sans doute tous. La clé USB et le téléphone cellulaire. Question quiz maintenant que vous devez répondre sous peine de renvoi. Combien d'entre vous entreposent leur code sur leur téléphone cellulaire? On ne pratique plus la mémoire, hein? La mémoire est disparue, on met tout sur notre téléphone cellulaire. Votre téléphone cellulaire est connecté et puis on peut siphonner toute l'information que vous avez sur votre téléphone cellulaire. Alors, j'ai posé la question. Maintenant, j'aimerais simplement que vous leviez la main pour signifier si oui ou non vous avez des codes qui sont sur votre téléphone cellulaire. Et si vous êtes trop gêné, levez le pied gauche, ça va suffire. On a aussi, il est intéressant de constater que l'informatique et tout le cyberespace, maintenant, on a accès à ça. Et il y a des pays qui ont décidé véritablement de se lancer dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans le domaine de la santé ici? Oui. Vous rappelez-vous quand est-ce qu'on a lancé le projet de carte dans lequel on a avoir le dossier médical informatisé? 1985. 1985. Combien d'entre vous ont une carte à cet effet-là? Personnellement, je n'ai pas reçu la mienne, non? Mais Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie, eux ont décidé qu'elle est rentrée de plein pied dans le 21e siècle. Et vous avez la carte du citoyen qui vous permet de tout faire, y compris payer vos amendes, payer votre impôt et même voter. C'est votre carte qui vous donne réellement la possibilité d'aller voter. Alors, ça comprend toutes les facettes, finalement, de votre vie courante. Mais évidemment, ça crée aussi un problème de sécurité qu'on va voir aussi. Évidemment, qui dit, à un moment donné, si on ouvre la porte à quelque chose, bien, il y a quelque chose qui va se passer parce que ce n'est pas tout le monde qui veut faire des belles choses. Alors, le premier incident de hacking a été fait par des étudiants qui prenaient ça à cœur, sans doute, et qui ont décidé de pirater finalement la station radar qui était à côté de leur université. C'était des étudiants du MIT. Et de pirater donc le système téléphonique pour pouvoir utiliser les appels interurbains à moindre frais et qu'ils ont donné évidemment à leurs amis pour que tous les étudiants puissent utiliser ce bénéfice qui était gratuit maintenant. C'est pas aussi, ces petits galopins-là, par contre, sont pas réellement
maintenant aussi gentil. C'est réellement l'ingéniosité du mal dans tous ses aspects. Et vous avez véritablement aussi, à ce moment-là, beaucoup d'informations qui sont disponibles à ces gens-là et qui sont à l'affût, finalement, de tous les développements technologiques. Chaque fois qu'il y a un développement technologique qui se pointe à l'horizon et que l'industrie ou n'importe quel service l'utilise, il faut toujours penser que celui qui veut faire du mal, il n'a pas besoin d'aller présenter son projet au conseil d'administration. Il n'a pas besoin de demander des fonds au chef des finances. Il va faire ça parce qu'il va se financer lui-même et qu'il n'y a aucune règle qui l'arrête. Alors, leur rapidité et leur agilité à adopter de nouvelles technologies est tout à fait phénoménale. Et ce n'est pas juste dans l'informatique que ça se prouve. Même l'utilisation des choses absolument banales, comme les drones, etc., peuvent être utilisés à des fins malveillantes aussi. Et on a aussi maintenant la panoplie d'utilisation de ces logiciels malveillants-là qui augmente. Ce n'est pas juste, en fait, des personnes malveillantes qui veulent juste jeter un petit coup, faire un petit coup à une compagnie ou quoi que ce soit. Il y a des États qui utilisent ça. Des États qui l'utilisent de façon régulière et on connaît les principaux coupables, quoique il est toujours difficile de déterminer véritablement si on peut attribuer un danger quelconque à un pays spécifique parce que, encore une fois, on n'est pas capable toujours de retracer exactement d'où vient la menace. J'ai aussi Stuxnet. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, Stuxnet? C'est un antidéodorant qui est très bon. C'est probablement le logiciel le plus puissant qui a été fait dans la catégorie des logiciels malveillants. Un logiciel que vous utilisez couramment peut véritablement avoir plusieurs fonctions, mais celui-là avait 4000 fonctions différentes et visait principalement à éliminer le programme nucléaire iranien. Alors, il a été introduit, on se perd encore en conjoncture comment, mais il a utilisé principalement ce qu'on appelle les systèmes de contrôle automatique qui existent. Alors, vous avez des systèmes de contrôle qui sont chez vous, probablement, il y en a même sur les murs, les systèmes de contrôle de la température. Alors, certains de ces systèmes-là sont programmables, et tout ce qui est programmable peut être hacké, tout ce qui est programmable est normalement relié, et tout ce qui est relié est vulnérable si on ne prend pas en compte la sécurité. Alors, c'est ça qui est arrivé. Finalement, ça a retardé le programme de développement nucléaire iranien. Et c'est véritablement aussi ce qui est désolant dans tout ça, c'est que la dissection de ce programme-là, qui a commencé en 2006 jusqu'à 2013, est maintenant disponible un peu partout. Alors, le hacker a comme réflexe aussi d'essayer de copier ce qui marche. Si ça a bien marché, cette histoire-là, bien, il y en a certainement qui vont utiliser la même chose, mais pas nécessairement pour comploter contre un programme nucléaire, mais c'est peut-être pour réduire à néant le fonds de solidarité de la FTQ, réduire la banque de données du ministère de la Santé. On va effacer tout le monde et tout le monde va s'appeler Barrette. Alors, c'est possible. Tout est possible. Et finalement, on a maintenant rendu au point où j'ai parlé tout à l'heure de Tallinn qui est la capitale d'Estonie, encore à ce jour. Mais à un moment donné, avec leur relation avec la Russie, s'est dégradée jusqu'au point où la Russie a décidé de saboter complètement tout le système estonien. Alors, ils ont paralysé complètement toute l'économie du pays, paralysé tous les échanges, paralysé tout le gouvernement de l'Estonie à volonté par un déni de service massif. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu véritablement aussi le concept de cyberguerre. Comment est-ce qu'on peut réellement définir ça? Parce qu'encore une fois, l'attribution est extrêmement difficile à prouver, à savoir qui précisément a fait ça. Vous avez aussi des joueurs qui ne sont pas des États,
à ce moment-là, et la loi internationale est plutôt axée vers les États. Alors, ça devient insaisissable réellement, et c'est un projet en développement pour l'OTAN, pour beaucoup de pays, de définir réellement les paramètres de la cyberguerre. Pourquoi c'est important? C'est qu'à un moment donné, notre économie est de plus en plus axée vers les interrelations qui existent. Vous avez la chaîne d'approvisionnement, vous avez tout cet univers-là qui est facilité par l'informatique, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vulnérable. Encore une fois, pour reprendre la fameuse image de la chaîne, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Bien, si vous faites partie d'une chaîne d'approvisionnement et que votre sécurité n'est pas à jour, bien, vous devenez le maillon faible pour toute la chaîne. Et les conséquences peuvent être désastreuses pour vous, pour votre compagnie, et aussi pour toute la chaîne d'approvisionnement qui, à un moment donné, peut être complètement paralysée. Puis évidemment, maintenant, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui va nous protéger, etc. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on va être capable de faire avec ça. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, que l'accès à l'intelligence artificielle n'est pas basé sur votre bulletin de bon citoyen. C'est que l'intelligence artificielle va être disponible aussi pour toute personne qui va vouloir l'utiliser à des fins qui ne sont pas nécessairement bienvenues dans le domaine étatique ou dans le domaine industriel. Alors, évidemment, on se lutte aussi quand vient le temps de parler de sécurité. Les deux extrêmes, ce fameux ordinateur portatif. Et maintenant, on a l'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, on parle maintenant que 25% des foyers en Amérique du Nord ont jusqu'à 14 objets qui sont reliés à l'Internet. Alors, évidemment, est-ce que vous voyez véritablement que si vous possédez un paquet de ces objets-là, dont celui-ci, qui est extrêmement intéressant, quoique moi, ça me laisse froid. Vous avez maintenant un réfrigérateur qui est connecté sur l'Internet. Et encore une fois, c'est créé ça par des gens qui sont bien intentionnés. Apparemment, c'est le fun. Au lieu d'avoir un post-it sur la porte, vous avez maintenant un écran qui vous permet de faire une liste et dire Suzy, appelle maman, et des choses du genre. Mais d'un autre côté, étant donné que c'est connecté à l'Internet, ça devient une vulnérabilité pour tout ce qui est connecté avec. Heureusement, en plus de ça, on va avoir une autre amélioration sur ce réfrigérateur-là. Il va parler bientôt. Alors, vous allez avoir une empreinte vocale qu'on va être capable de prendre. On va être capable aussi d'avoir finalement accès à tout ce que vous avez connecté là-dessus. Les vulnérabilités les plus fortes, votre routeur, vos caméras, on est capable de retracer à ce moment-là toute votre faciès. La reconnaissance faciale, évidemment, est très importante. Tant que c'est la faciale et non pas faciale, ça va. Et puis, on va avoir des empreintes de votre voix et on va être capable de jouer avec ça. Il y a certaines choses qui sont assez bonnes, notamment le Cisco, notamment. Y a-t-il des gens de Cisco ici? Le téléphone Cisco, maintenant, va être relié à l'intelligence artificielle et lorsque vous appelez quelqu'un, vous allez voir un résumé de vos appels, puis le ton que vous avez employé, etc. Alors, ça va être intéressant aussi pour pénétrer, parce que là, je vais pénétrer dans la vie intime de vos relations avec vos confrères industriels, etc. Alors, tout ça pour dire, encore une fois, et résumer le tout, c'est que plus on est connecté, plus on est vulnérable. Plus on est vulnérable, plus on doit être conscient de la sécurité. Et quand je dis conscient, lorsque vous promenez en dehors du pays, du Canada, et que vous dites que vous venez du Canada, bien, on vous demande tout le temps cette question. Vous êtes naïf de où déjà? Parce qu'on est très naïf. Très naïf en pensant que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il n'y a pas de licorne au Canada, à ce que je sache. J'en ai pas trouvé personnellement. J'allais à la chasse jusqu'à il y a quelques années, puis j'en ai pas trouvé. Et de penser que tout le monde n'a pas d'appétit pour les choses que le Québec, le Canada produisent, ce serait réellement de la naïveté au carré. Montréal est une plaque tournante au point de vue technologique.
Vous êtes une plaque tournante au point de vue de l'industrie pharmaceutique, au point de vue de l'industrie électronique, au point de vue aussi bientôt de l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on vend comme de quoi qu'on va attirer du monde pour faire des affaires, bien, ce n'est pas toujours des gens d'affaires bien intentionnés qui vont répondre à cet appel-là. Et ça vous donne maintenant une carte qui représente un peu aussi quels sont les pays qui portent attention à ça, à la sécurité. Alors, vous serez certainement ravis d'apprendre que le Canada se place en deuxième place au point de vue sécurité informatique. Ce qui est moins glorieux, par contre, c'est qu'on occupe la deuxième place sur 3 pays d'Amérique du Nord. Ça, c'est moins glorieux. Et puis, on est plus vers le 20e pays à l'échelle mondiale. Alors, on a beaucoup de choses à rattraper parce qu'encore une fois, ce pays et la province de Québec aussi, on vit grâce au commerce international. Et si on ne porte pas attention à la sécurité, bien, on risque fort de se retrouver avec des problèmes sérieux parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir faire affaire avec nous autres. Même si je suis daltonien, on pourrait faire aussi ce tracé de couleurs et l'appliquer à l'échelle canadienne. Et on aurait des surprises. On aurait une mosaïque de couleurs. Si on met ça maintenant à l'échelle ici de l'île de Montréal, ça sera encore plus coloré. Et ça sera une véritable mosaïque parce que ce n'est pas tout le monde qui est conscient de la sécurité. Vous avez des gens qui s'en préoccupent et qui font uniquement appel à ce qu'on appelle la discipline de base, c'est-à-dire s'assurer que les mots de passe sont changés, les mots de passe sont bons et non pas toujours l'année de naissance de notre plus vieil enfant, etc., etc., etc. Mais toutes ces choses-là sont de base. Mais regardez tout l'impact de la technologie qui s'en vient, tous les objets qui vont être interconnectés, toutes les vulnérabilités qui se pointent à l'horizon. Et il faut aller au-delà de ça. Si jamais vous êtes intéressé à voir exactement comment un logiciel de combat, si on peut dire, peut être fait, vous pouvez toujours lire ce livre-là, qui est intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir l'effort qui a été fait pour essayer de disséquer cette bébite-là. C'est que vous aviez 3 grandes agences, réellement, d'informatique qui étaient, à ce moment-là, en train de disséquer Stuxnet et de voir maintenant que vous en avez, 3 millions de virus qui peuvent apparaître là, par jour. Bien, celui-là a pris des mois avant d'être décodé. Évidemment, il y avait beaucoup de lignes de programmation là-dedans, mais c'est quand même, je pense aussi, un missile du futur pour bien des hackers qui vont réussir à imiter la structure de cette bébite-là. Je vous remercie de votre attention et soyez en sécurité.